Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'une série Éoli, le rendez-vous 100% série du Figaro. Aujourd'hui, on a décidé de vous emmener tout là-haut, dans l'espace. On va se poser des questions sur les séries qui s'y déroulent, quelles sont leurs particularités, est-ce qu'elles sont réalistes. On va en parler avec notre invité Julien Lacombe. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien. Alors vous êtes le co-créateur, scénariste, réalisateur également de la série Mission. Tout à fait. Sur OCS. Il y a une première saison déjà qui a été diffusée, une seconde saison prochainement. On va en parler dans quelques minutes. C'est une série française, je tiens à le signaler. C'est assez rare pour le souligner. Également sur le plateau, Tristan Vey, journaliste science au Figaro. Bonjour. Bonjour Tristan. Julia Baudin, journaliste à TV Magazine. Bonjour. Bonjour Julia. Et Vincent Joly, reporter au Figaro Magazine. Bonjour Vincent. Alors, je rappelle qu'on est en direct sur le site web du Figaro, sur la page web du Figaro également. Vous pouvez poser vos questions, partager vos réflexions. On va y répondre autant qu'on peut ici en plateau. Et on va, sans plus attendre, commencer donc avec Mission, Julien. Oui. Mission, donc, c'est une série française de science-fiction. Ça n'arrive pas souvent, on en connaît peu des séries comme ça. En deux mots, le pitch de la série ? Ça raconte une expédition vers Mars, voilà, européenne. Ce qui va se passer avec une expédition européenne vers Mars. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus, parce qu'ils vont trouver plein de choses sur Mars, très mystérieuses, et normalement, qui vous donnent envie de regarder les 10 épisodes d'une seule traite. Voilà. Comme je disais, donc série française de science-fiction, il y a un côté rêve d'enfant quand on fait ce genre de série. Oui, tout à fait. En fait, vous disiez que... qu'il n'y avait pas beaucoup de séries comme ça, je pense qu'il n'y en a pas vraiment du tout. Enfin, notre dernière référence, c'était Objectif Nul. Donc, du coup, nous, on était quand même un peu tendus. Quand on a abordé le truc, on s'est dit, bon, là, quand même. Et il y a eu des moments où on s'est dit, là, on est peut-être en train d'aller dans cette direction, finalement. Et, parce que c'est un genre qui n'est pas du tout, on va dire, qui n'est pas apprécié forcément par le public français quand il s'agit d'un truc français. Mais d'ailleurs, il y en a très peu. Et les quelques tentatives qu'il y a eu, c'était généralement du long métrage. Je pense à Dante 01, des choses comme ça, et qui n'ont pas du tout marché. Et du coup, ça n'a pas donné envie à la production française de s'essayer au genre. Et nous, en fait, OCS nous a en gros donné une somme d'argent en nous disant, vous faites un peu ce que vous voulez. Et du coup, oui, on a un peu laissé aller nos rêves d'enfants. Et la seule contrainte au début, en tout cas au début du projet, c'est que on avait vendu une comédie. Et en fait, très rapidement, avec les autres co-créateurs, on s'est un peu concerté. On s'est dit, putain, quand même, ça fait chier. Je parle assez librement. Ça fait un peu chier quand même de faire une comédie, de faire Kaamelott dans l'espace, pour une fois que justement on peut construire des vaisseaux spatiaux, faire des effets spéciaux et essayer de faire quelque chose de plus sérieux. Ouais. Et en fait, on a essayé de faire ce qui nous plaisait vraiment, c'est-à-dire une série de science-fiction au premier degré, en mettant quand même quelques vannes pour que notre diffuseur ne pense pas qu'on s'est moqué de lui. Et en fait, on leur a envoyé la série, je me rappelle très bien, on leur a envoyé la série, c'était pendant les vacances de Noël, il y a un an. Et ils ont été très contents. Ils nous ont dit, c'était pas une comédie, si, c'est un peu ennuyeux. Non, tout va bien. Alors, pour nos internautes qui n'ont peut-être pas encore entendu parler de cette série, je vais vous proposer de regarder une bande-annonce. Quand j'étais gamine, mon père m'emmenait observer les étoiles. Chaque soir, au coucher du soleil, il me montrait ce minuscule point rouge près de l'horizon, en disant Mars est au rendez-vous. Il y a 4 ans, j'ai fait le rêve d'aller sur Mars. J'y ai consacré l'essentiel de ma fortune. Je voulais découvrir un nouveau monde et accessoirement donner un sens à ma vie. Nous y voilà les enfants. Demain, nous nous posons sur Mars. Mais nous ne serons pas les premiers. Our future is now elsewhere. Space is set to become a land of competition and, I promise you, we'll be first on Mars. Les 10 mois de voyage ont exacerbé des névroses dangereuses chez plusieurs membres d'équipage. Attendez, il y a quelque chose. Vous voyez ce que je vois? Effectivement, on n'est pas les premiers. Je suis Vladimir Pavlovich Komarov, colonel et pilote dans l'armée de l'Union soviétique. C'est le premier homme à être mort dans l'espace. Le premier à se sacrifier dans l'espace. Je ne sais pas comment je suis arrivé entre vos mains.
Is this the unicorn we've been chasing? Vous croyez vraiment que de plus grosses fortunes mondiales traverseraient l'espace sans être sûr de trouver quelque chose? William? Vous avez quelque chose à bord que nous voulons. On vous le donnera pas. Vous comprenez ce qui se passe, Vladimir? Je comprends que vous essayez de me faire passer pour un fou. La Terre, ils sont à 57 millions de kilomètres. Ils s'en foutent de nous. On est seuls. On est seuls. Ever since we've been studying Mars, we've been looking for little green men. In fact, the answer was so simple. Pourquoi vous l'avez choisi elle? Qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai besoin de comprendre. Vous voyez bien que je ne suis pas mort. This ship has no chance of leaving Mars, and you know it, you bastard! Vladimir! Vladimir, aide-nous! Aide-nous! Don't come here. It's too dangerous. La première chose qui frappe, moi je trouve, c'est la qualité des images, la beauté des images, des effets spéciaux. Comment vous avez fait avec un budget qui, je crois, était limité à la base pour arriver à cette qualité-là? Déjà, on peut parler du budget rapidement. Histoire de donner un ordre de grandeur. Donc, en gros, donc, cette série qui dure à peu près 240 minutes, elle a été faite pour le prix d'un épisode de Mimimati. Voilà, faut le savoir. Et, c'est à peu près 1,5 million, 2 millions d'euros. Donc nous, on est plutôt proche de 1,5 million. Pour Mimimati, je crois. Donc c'était un peu compliqué dès le début parce qu'on savait qu'on avait beaucoup de choses à tourner, qu'on n'aurait pas énormément de jours de tournage. Donc ça voulait dire qu'il fallait faire des compromis sur comment dirais-je, sur le jeu, enfin pas sur le jeu parce qu'il n'y a pas vraiment de compromis, mais simplement on allait devoir tourner beaucoup de choses dans une journée. C'est fait qu'une prise. Bah pour certaines fois, ouais, c'est vrai. Puis en fait généralement le principe d'une scène, c'est de découper une scène avec plein de plans et puis des fois on faisait en un plan. Quoi, voilà. Donc on avait 2 caméras, donc ça facilitait les choses, mais par exemple. Ouais, mais les monteurs ont fait un super boulot parce qu'on s'en aperçoit pas forcément à l'œil nu comme ça. Non, quand on regarde le premier épisode. Mais parce qu'il y a un excellent réalisateur. Voilà. Donc les images, en fait, la qualité entre guillemets des images, je sais pas si elles sont qualitatives, mais en tout cas, on a essayé de viser ça. C'était simplement de faire quasiment un huis clos. Voilà. Donc on s'est dit, essayons d'être intelligents, construisons un décor relativement important puisqu'il faisait une 30-35 mètres, donc on a tourné à La Rochelle, dans un studio, et de mettre vraiment l'argent dans le décor. À titre de comparaison, donc le budget de décoration de cette série, donc qui avait à peu près 1,5 million, 2 millions d'euros de budget, le budget déco c'était 500 000 euros, c'est-à-dire entre un tiers et un quart. Et généralement, sur une série comme ça, il y a plusieurs autres séries OCS dans ces ordres de grandeur économique. Le budget décoration, ça va être 30 000 euros. Voilà. Donc on était complètement hypertrophié sur le budget déco. C'est le budget déco d'un long métrage de 6-7 millions d'euros. Voilà. Donc on savait qu'on mettait beaucoup d'argent là-dedans et derrière on avait moins de temps pour tourner, donc il fallait faire des compromis sur plein de choses. Ah bah là j'aurais qu'une prise, non j'en aurais pas 2. Et puis après les effets spéciaux numériques, on les avait limités, c'est-à-dire en gros on savait qu'il y aurait très peu, enfin pas énormément d'effets en full 3D avec des sorties dans l'espace, des choses comme ça. On en met dans le premier épisode, mais il n'y en a pas forcément beaucoup plus, sauf dans le 10e épisode. Et on savait qu'on avait limité les interventions. Il y a beaucoup d'effets invisibles, des incrustations, des choses comme ça. Et puis c'était aussi moi, ma grande inspiration, évidemment, je pense qu'elle est assez évidente, c'est aujourd'hui, c'est Christopher Nolan, qui est quand même un peu le génie de notre temps, et en cinéma en tout cas, et qui essaie toujours de faire des effets pratiques. Alors, il y en a quelques-uns des effets pratiques. Par exemple, on voit d'ailleurs dans la bande-annonce une espèce de petit rover qui se déplace sur la planète Mars. C'était une maquette. Voilà, elle faisait 1 mètre de long. On l'a filmé au ralenti au Maroc, donc dans le désert. Pour ce qui est du vaisseau, on avait des découvertes dans le poste de pilotage. À un moment, quand ils sont posés, on a une découverte avec un fond martien. Généralement, dans n'importe quelle série ou n'importe quel film, on va mettre un fond vert et puis on se dit, bon, on verra plus tard. Nous, on a imprimé une toile de 30 mètres qu'on a foutue juste devant. C'est des petites choses comme ça qui permettent de travailler avec l'esprit léger, de ne pas se préoccuper des effets spéciaux, des choses comme ça. On a aussi beaucoup d'écrans avec des interfaces, des choses comme ça. Et là, pareil, on est venu avec ces interfaces directement sur le plateau pour que les acteurs puissent jouer avec. Donc, encore une fois, c'est des petits riens, mais ça permet d'aller plus vite, en fait, quand les effets sont pratiques, qu'on n'est pas en train de se dire, tiens, on verra ça en post-production. Mais c'est bien d'avoir mis autant d'argent dans le décor, parce que il me semble que la base d'une série de science-fiction, c'est d'attirer l'œil avant. Il y a l'histoire, mais il y a surtout l'impression que donne le décor et qui fait qu'on va avoir envie d'aller plus loin et de suivre une histoire ou pas. Si le décor est moche, on n'y va pas. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, une série de manière générale. Moche ou cheap, d'ailleurs. Une série, c'est un décor. C'est-à-dire qu'en gros, généralement, après, ça, c'est. On va dire que la dramaturgie de la série, en général, du cinéma, c'est raconter toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Je veux dire, les formes dramatiques sont quand même pas
d'un très grand nombre, avec des décors différents. Donc il y a des séries qui se passent dans le monde des bikers, c'est super, je découvre le monde des bikers, ils ont des histoires d'amour. Ah bah tiens, il y a une série sur la présidence des États-Unis, ça se passe à la Maison Blanche, ils ont des histoires d'amour et d'autres formes dramatiques. En fait, c'est toujours la même chose. Et il y a des mystères des fois, puis des fois il n'y en a pas, et puis des fois il y a des trahisons. Et puis, toujours pareil. Et donc du coup, là, si on ne soignait pas notre toile de fond, c'est-à-dire notre décor, en gros, on pouvait tout aussi bien changer directement de chaîne après avoir vu les 3 premières minutes. Donc c'est vrai que c'était un enjeu pour moi qui venait du long métrage et qui avait fait pas mal de publicité. Je savais qu'il fallait que visuellement on soit très très carré. Et parce que sinon, au bout de 3 minutes, les gens allaient décrocher complètement. Même si l'intrigue était très bonne, même si on avait des super mystères à vendre, il fallait quand même que ce soit convaincant. Pourquoi il y a un S à mission? Parce qu'ils ont plein de missions, ces gens-là, en fait. Pas qu'une mission. Il y a les 2 missions du début, et puis il y a des missions plus... C'est un peu humaines, philosophique, tout ça. Est-ce que vous étiez conseillé sur le plan scientifique, justement, par un astronaute ou C'était moi, en fait, le conseiller technique. Mais alors, il y a plein de choses qui sont évidemment totalement fausses, scientifiquement parlant, mais de manière tout à fait assumée, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis dit, il y a des conventions de cinéma, et des conventions de séries aussi, puisqu'il y a pas mal de séries dans l'espace, pour ce qui est par exemple la gravité dans le vaisseau, même si on a fait un vaisseau qui tourne autour d'une espèce d'axe, mais normalement il devrait être au moins à 600-700 mètres pour qu'on atteigne un G. Ce genre de trucs qui sont malgré tout intégrés par le public, parce que quand on regarde n'importe quel film, je sais pas, on regarde Seul sur Mars, pareil, c'est plus ou moins le même vaisseau, et ils ont une espèce il y a une pesanteur, il y a un G. Parce que dans la mission, en effet, il y a une gravité artificielle. Tout à fait. Et ça, évidemment, on n'allait pas faire des gens en apesanteur, c'était juste pas possible dans notre budget. Donc on a complètement assumé, on s'est dit, les gens le font aux États-Unis avec des budgets de 100 millions de dollars, je pense qu'on peut le faire en France avec 1,5 million d'euros. Mais ça existe, ça, la gravité artificielle, Tristan? À ma connaissance, c'est possible non, c'est possible. Il suffit que tu trouves quelque chose sur lui. Oui, c'est possible, mais ça n'existe pas. Ça en tout cas, la forme qu'on l'a donnée, il n'y aurait pas du tout de gravité artificielle. Et Seul sur Mars, justement, et c'est pareil ici. C'est-à-dire que comme on voit le vaisseau tourner, on se dit ah bah oui, c'est pour ça. Bien sûr, c'est une convention. Oui, ça marche, c'est pour ça que Mais d'ailleurs, il y a des plans, et là c'est un compliment que je fais à toute l'équipe, mais il y a des plans, honnêtement, dans le premier épisode, on croirait presque un plan d'un rush de Ridley Scott, ce qui est pas mal quand même quand on est sur... C'est pas mal. C'est pas mal, même si Ridley Scott aujourd'hui, c'est pas le Ridley Scott d'avant, mais ça va quand même, il est encore... Et non, mais je le disais avant l'émission, mais quand même qu'on quitte, mais Maxime Cointe, qui est le directeur de la photo, honnêtement, chapeau bas, parce que s'il y a à chaque fois eu qu'une seule prise, que le temps de tournage a été assez réduit, je trouve qu'il a fait un boulot. En fait, là, on le voit à l'écran, c'est ultra léché, quoi. Il y a plusieurs choses sur le côté visuel. Déjà, il y a un choix très fort dès le début, c'est que toutes les lumières sont praticables. C'est-à-dire dans le vaisseau, on a donc les lumières du vaisseau qui sont toutes reliées à un iPad. Donc, du coup, on peut varier les températures de couleur, on peut varier les intensités, etc. Donc du coup, la lumière se fait rapidement parce qu'on savait qu'il fallait qu'on puisse réagir en quelques secondes. Et aussi, il y a un choix comment dirais-je, esthétique, d'optique, de caméra, etc. Où on tourne, bon après ça c'est de la grosse technique, tout machin, des trucs photographiques, où on a décidé de tourner en anamorphique, qui est un format d'image qui est assez commun, puisque c'était le format d'image allongé des années 50, et qui à un moment est tombé en désuétude, et qui est un peu le format de la science-fiction, c'était le format de Alien, etc. Pour les spécialistes, c'est des espèces de grands flares, donc les flares c'est des espèces de reflets dans l'objectif horizontaux. Ce que fait J.J. Abrams dans tous ses films. Oui, il en fait beaucoup trop, mais on en a fait quand même quelques-uns. Et c'est là. Mais il y en a forcément avec ce format-là. Et en fait, je pense que ce format est, en fait, au niveau du flou. Alors là, on va vraiment être dans les choses très très concrètes et d'optique. Le flou d'arrière-plan est très particulier. Il a un côté presque impressionniste. En fait, il est étiré en hauteur. Et je pense que les gens ne font absolument pas attention à ça, mais il y a une partie de leur inconscient, à mon avis, qui doivent leur dire, parce que c'est très particulier quand même comme esthétique, qui leur dit ça, c'est l'image du cinéma, mon ami. Et c'est l'image de la science-fiction. Et c'est vrai que je pense qu'on aurait tourné en sphérique, c'est-à-dire une optique normale, comme sur n'importe quel appareil photo. Je pense que leur image aurait été vraiment beaucoup moins flatteuse. Mais c'était un parti pris d'entrée de jeu, parce qu'on savait que les optiques anamorphiques ont des profondeurs de champ bien moindres, donc tout est très vite flou. Et je pense que malgré nos 500 000 € de décor, je pense qu'il fallait pas trop voir les coups de peinture quand même. Donc du coup, on les a projetés dans la zone de flou, où ils étaient vraiment très très bien en fait.
Alors, Corentin sur Twitter nous dit « Enfin, Netflix laisse le cinéma français entrer sur la plateforme ». Donc Corentin, on est sur OCS, on parle de l'émission. Merci. Mais C'était voilà, un peu je le dommage. précise, OCS, série française sur une plateforme française. Tout à Et fait. Guillaume sur Twitter qui dit également « OCS propose de superbes séries comme Mission ». En effet, donc Guillaume aime votre série. Je voudrais qu'on regarde un extrait de la série. C'est en fait la première minute, vraiment le début. Comme ça, on spoil rien du tout. Si les gens commencent, ils verront ça. Et ensuite, on continue à en parler. Байконур. Прием, Байконур. Как поняли? Союз-1 вас понял. Давление в ТДУ 320 атмосфер. Давление в системе ориентации неразборчиво. Повторяю, неразборчиво. Вы должны исправить это вручную. Исправление вручную сделано. Ориентация по азимуту 155. К возвращению готов. Роджер, Союз. Первый раз вижу, чтобы корабль возвращался по курсу, введенному вручную. Первый секретарь говорит, что это очередное доказательство превосходства советских космонавтов. Так держать, товарищ. Да пошел. Повторите, Союз. Подключение ТДУ. Щит в порядке, вхожу в белую зону. Отбой. Байконур! Парашют поврежден! Слышите меня? Я слышу, Союз. Контроль показал, что делать проблеме с электричеством. Невозможно! Понимаете или нет? Невозможно! Что делать? Попробуйте еще раз, Союз. Это все! Кажется, слишком быстро! Я разобьюсь, ублюдки! Байконур! 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 Что это? Que se passe-t-il ensuite? Il faudra regarder la saison 1 de Mission. Alors, dans cette série, on est quasiment... Enfin, on est dans un huis clos, en fait. Il y a quand même une partie qui se passe un huis clos, sur la planète Mars. Mais ils sont un huis clos dans le sens où ils n'ont pas de contact avec la Terre. Très peu, ils sont effectivement. sur une planète sans quasiment rien d'autre. Mhm. Vous explorez aussi, je trouve, parce qu'il y a une réflexion sur l'humanité dans son ensemble dans la série, mais il y a une réflexion aussi sur la nature humaine. Ouais. C'était intéressant aussi d'explorer ça dans ce contexte-là du huis clos, du quasi huis clos. Ouais, je pense. Après, bon, c'est pas non plus c'est un message qui n'est pas non plus une grande nouveauté, on va dire, mais je trouvais que c'était, enfin, je trouve qu'on a eu une idée justement là, sur la planète Mars qui est un petit peu inédite. Je l'avais pas trop vue. Et qui du coup valait le coup de justement de faire un parallèle avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est un peu une série sur comment sauver le monde en fait, notre planète. Donc effectivement ça paraît un peu pompeux comme ça, surtout pour une série OCS faite pour 1,5 million d'euros. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal à assumer aussi ce propos, mais finalement, c'est un truc économique, c'est-à-dire qu'à un moment on avait du mal à se regarder dans la glace. On se disait on veut vraiment faire une série de science-fiction en France sur des gens qui veulent sauver le monde. Et il y a un truc où on s'empêche de le faire. On se dit c'est ridicule. On va plutôt faire une comédie, ça va être beaucoup. Oui, voilà, c'est ça. Et puis on se dit ça va être beaucoup plus facile de faire Kaamelott. Au moins on est sûr que personne ne prendra au sérieux, on sera à l'abri. Et puis à un moment, on a écrit les premières versions un peu en tournant autour de toutes ces thématiques. Et à un moment, on a un de nos producteurs qui nous a dit bon, écoutez les gars, vous avez envie de raconter ça, mais vous tournez complètement autour du pot. Faites-le vraiment, assumez complètement. Et après, on s'est un peu lâché. Mais plus précisément, je pensais aux interactions entre les personnages, vraiment au niveau plus aux relations humaines, pas aussi, à l'humanité en général, mais j'ai eu une impression d'expérience un peu sociologique où on voit les réactions des gens mis face à telle ou telle situation. Et je trouve que vous avez bien exploré ça. Et enfin voilà, c'était. C'est une convention du genre en même temps. C'est une mission spatiale. Et c'est forcément des gens qui sont mis en autarcie et qui vont tous s'engueuler. Il y aura plein de problèmes entre eux qu'il faudra régler, enfin comme toutes les séries. Avec un monde extérieur, un environnement extérieur qui est parfaitement hostile par ailleurs. Oui, voilà. Et puis l'idée, c'était d'apporter à chaque fois des éléments nouveaux dans cette espèce de huis clos entre les différents personnages
et avec ce qu'ils vont trouver sur la planète Mars. Et notre référence là-dessus, c'était vraiment de jouer un peu la même chose que dans Lost, c'est-à-dire en gros au début ça part d'une espèce d'expérience sociale avec des gens qui se retrouvent sur une plage et qui après ça s'enrichit progressivement jusqu'à beaucoup trop loin quand même. Jusqu'à beaucoup trop loin, mais encore une fois, bon là je le défends. Tu parles de Lost ou de Mission? Non, de Lost. Là, je défendrai toujours Lost parce que on a eu l'occasion d'en parler justement avec. Vraiment ? Non, pas du tout. Mais en fait, avec les créateurs de Mission, on s'est retrouvé à un déjeuner avec Damon Lindelof, où on pensait être à peu près 200. Et en fait, on était 6. Et du coup, on était pratiquement les seuls qui parlaient vraiment, vraiment bien anglais. Alors que les gens qui étaient à ce repas, je suis désolé, vous parliez moins bien anglais que moi. Je ne veux pas vous insulter. Et du coup, on a justement parlé de ce côté Lost, putain, les gars, quand même. C'était pas mal au début, puis après, ça s'est un petit peu terni. Mais c'est Abrams qui a fait le pilote. Ouais, bien sûr, mais bon, après, ils en ont fait 6 saisons. Et puis, mais là, c'est aussi que ils se connaissaient pas à la fin, non? Au début, il y a eu ça, non? Ils se sont un peu perdus dans les saisons. C'est mieux de connaître la fin. Non, mais tu peux réussir à broder et Lost. Oui, mais là, ils n'ont pas réussi à broder, quoi. Oui, mais c'est en fait ce qu'ils nous expliquaient. Ils ont tiré à l'aile. En gros, le diffuseur, en fait, à la base, ils avaient vendu 3 saisons de 12 épisodes. Et ils avaient plus ou moins une idée de ce qu'ils allaient faire. Et en fait, le diffuseur a tellement aimé qu'ils ont dit on va faire 12 saisons. Et quand au bout de la deuxième, ils ont dit bon, au bout de 40 épisodes, puisque c'était 24, même plus, puisque c'était 22 ou 23 épisodes par saison, quand Abrams et Lindelof ont dit bon, écoutez, on arrive au bout, je pense que maintenant, c'est la fin de la série, donc il faut préparer cette dernière saison. Les gens de chez NBC, je crois que c'était NBC à l'époque, leur ont dit c'est formidable, vous êtes renvoyés. Voilà. Et donc finalement ils ont quand même tenu parce qu'ils voulaient aller accompagner la série jusqu'au bout, donc ils ont quand même formé les gens qui étaient censés leur succéder, puis finalement ils ont repris le bébé en main et tout. C'est toute une histoire qui nous a raconté avec beaucoup de détails et avec beaucoup de rire. Et en fait tout ça pour dire que notre série n'a rien à voir avec Lost, mais si ce n'est que dans son rapport au mystère. Mais je sais pas pourquoi on parle de Lost, mais en tout cas les 3 dernières saisons qui n'étaient pas terribles, c'est pas forcément du fait des créateurs. On parle de Lost parce qu'il y a une inspiration de Lost, le côté mystérieux, bien sûr. Le côté, je l'ai ressenti, je l'ai même cité Lost. Oui, bien sûr, mais de toute façon, le truc qui était vertigineux dans Lost, c'était ce côté où à chaque fois qu'on tirait à chaque fois la lapin du chapeau, c'est formidable, un nouveau mystère. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devenait indigeste parce qu'aucun des mystères n'était jamais réglé. Donc nous, ce qu'on s'est promis, vous avez une fin, vous savez comment vous allez régler les mystères? C'est une série sur quelqu'un qui doit sauver le monde. Donc j'imagine qu'à la fin, peut-être qu'il est question qu'elle sauve le monde ou pas. Donc, voilà, c'est assez simple. Hein. Les termes du problème sont assez vite limités. Et je pense que la fin, on réglera ce problème ou pas. Voilà. Donc, la saison 2, qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va être extraordinaire. Je suis même gêné d'en parler tellement c'est formidable. C'est pour quand la saison 2? Alors, on a eu un peu de retard, puisque en fait, la comédienne principale est tombée enceinte. Donc du coup, on devait tourner là, maintenant, en fait. Et en fait, on ne le fait pas, puisque je parle avec vous. Parce qu'elle prépare son bébé. Hélène Viviès, c'est ça? Hélène Viviès, voilà, exactement, qui a un rôle quand même très important. Ce qu'elle va apporter à la saison 2, c'est de ne pas refaire la même chose que la saison 1, qui est un huis clos sur un vaisseau spatial sur la planète Mars. Donc du coup, il fallait trouver quelque chose de différent. Et on est très content de ce qu'on a trouvé, puisque c'est très, 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 très surprenant. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même un peu de planète Mars et un peu de vaisseau spatial et de choses qui sont la signature de la série, et je pense qu'on va grandement améliorer, et je pense qu'on aura même plus de temps pour tourner, que peut-être qu'on ne sera pas obligé de faire autant de minutes par jour. Mais elle va apporter aussi des détours scénaristiques qui sont assez inattendus, je pense. C'est plus un deuxième volet qu'une suite? C'est une suite, vraiment, dans un sens. Après, c'est un peu aussi un deuxième volet, donc je ne peux pas trop rentrer dans l'intrigue, parce que du coup, je pense que si je dis la chose principale de la série, enfin de cette deuxième saison, je spoil totalement. Et j'ai pas tellement envie. On pourra voir ça prochainement. Donc, Pardon, le format 26 minutes, ça fonctionnait bien avec un programme de science-fiction? En fait, on ne s'est pas trop posé la question. C'est-à-dire qu'en fait, normalement non. C'est-à-dire que le programme, normalement, le 26 minutes, dans l'esprit des gens, c'est la comédie. Mais en même temps, qui a décrété ça? Oui, c'était c'est une convention, donc je pense que nous on a donné un format, c'est-à-dire qu'en gros CS nous a dit voilà, vous avez 26 minutes pour faire quelque chose. Après, si on a envie que ce soit un drame, une comédie ou je sais pas, du slapstick, en fait on s'en foutait un peu, on s'est dit voilà, on a ce cadre qui nous est donné, c'est formidable, c'est une opportunité, profitons-en. Nous on réfléchissait même après dans des grandes discussions, on disait oui mais une soirée, c'est 2 épisodes, donc du coup c'est 44 ou 52 minutes, donc en fait c'est comme un épisode. Et c'était comme ça qu'on arrivait à se convaincre avec exactement le même ton que je viens d'employer.
Et voilà, en fait, on s'est vraiment pas attaché à ça. Et alors, Gibbs nous dit mission a l'air pas mal. Valentin nous demande est-ce que vous serez à Sérimania à Lille, le festival à la fin du mois? Écoutez, pas du tout. Mais Pas moi, du j'y tout. étais l'année dernière. On y était L'année dernière, parce que vous avez eu un prix, oui, à Sérimania. Le prix de la CS. Gibbs, mais ça on a répondu un peu. Gibbs, est-ce que la série reprend l'animosité des hommes qu'on peut ressentir aujourd'hui? Bon, si on reformule, c'est un peu ce dont on parlait juste avant. Donc Gibbs, je t'invite à regarder le replay de l'émission. Un autre truc à souligner quand même, c'est il y a AMC, la chaîne américaine, qui est impliquée dans la saison 2. Ouais. Ils coproduisent, c'est ça? Oui, ils coproduisent. Ouais, tout à fait. Ça va changer quelque chose, résultat, au niveau du budget Ça va changer un peu de choses au niveau du budget. Après, on ne devient pas une série américaine pour autant, donc ce sera quand même très difficile. Mais ce qu'ils font avec Walking Dead, c'est pas grave. Ah, c'est ça. Non, mais eux, je sais qu'ils sont très très contents de la série. Ils sont beaucoup aimés. Ce dont on leur a parlé pour la saison 2 les a beaucoup enthousiasmés. Donc, ils ont vraiment hâte qu'on travaille là-dessus. Après, pour nous, c'est un gage, c'est quand même une marque qui nous a reconnus, qui nous a achetés, et c'était un peu complètement inespéré. Et on a fait beaucoup de ventes aussi sur des chaînes internationales qui nous ont un peu soufflé, parce qu'encore une fois, on fait une petite série avec plein de défauts, et plein de défauts de gens trop amoureux du genre, et c'est très référencé. Et moi, j'entends plein de choses avec lesquelles je suis totalement d'accord, et justement qu'on va essayer on va essayer de rendre justement la saison 2 d'éloigner des problèmes qu'on a pu avoir en saison 1 et qu'on entend parfaitement. Mais malgré tout, quand on a la BBC qui va le diffuser sur BBC4 en prime time, quand on a RTL qui l'achète en Allemagne, de l'ADR, donc la télé publique danoise, et les gens qui ont fait Borgen, etc., qui le diffusent, à un moment, on est quand même très flatté. On se dit, écoutez, on a fait quelque chose avec plein de défauts, mais on est quand même content de ne pas s'être trop planté. Et on a hâte de voir cette saison 2. On va avancer dans l'émission, on va élargir peu à peu à d'autres séries spatiales. Alors il y en a une qui sort vendredi, c'est une série de Netflix. On va passer on va passer rapidement dessus. Non, mais rapidement, on va en parler rapidement. C'est le remake d'une série des années 60, ça s'appelle Perdu dans l'espace. Julia, en 2 mots, le pitch, non? Une famille. Vu la liste des choses dont on ne peut pas parler, que nous a envoyé Netflix au sujet de l'embargo, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est l'histoire des Robinson Crusoe, mais perdus dans l'espace au lieu d'être perdus sur une île déserte. Avec des acteurs à la rue et un mec qui ne sait pas creuser dans l'Atlas. Voilà. Grosso modo. Et visuellement, c'est pas mal. Je trouve que le vaisseau, une fois encore, comme dans tous les vaisseaux, il y a un hub central autour duquel on se retrouve et où se nouent et se dénouent la plupart des conflits. Et puis pour le reste, dans chaque épisode a son lot de problématiques qui sont bien facilement réglées. C'est une série qui, comme celle des années 60 d'ailleurs, elle se veut vachement transversale. Donc c'est une série qui a été créée pour un public jeune et moins jeune. C'est ça le robot là. Et c'est ça le robot. Moche, ça c'est le petit garçon qui est le copain du robot. Et il y a des décors qui sont pas mal, mais l'histoire tient là pour le coup absolument pas la route. Donc au-delà de l'intérêt pour le décor, il se passe rien. Et c'est triste parce que Netflix met de l'argent dans ses séries quand même et que ça a sûrement pas coûté 1,5 million d'euros. Ça a dû coûter beaucoup plus. C'est quoi le budget de cette série ou pas? On sait, il communique pas beaucoup sur les chiffres Netflix mais on connaît les montants, l'ordre des montants pour toutes les productions originales Netflix, ça se compte en 7-8 milliards par an. Non, mais après il y a les achats, il y a les productions. Oui, mais après sur cette série-là, il y a un parallèle à faire avec la vôtre, mais vous ça s'explique, je pense, parce qu'il y a eu aussi un budget qui a été très restreint. Mais avec les séries dans l'espace, qui parlent surtout d'exploration et pas d'un espace installé comme dans Star Trek. C'est le cas aussi chez vous. Ce qui m'énerve, moi, c'est qu'on saute les préliminaires, c'est-à-dire qu'on est directement dans un vaisseau, on se dirige vers la planète Mars et on sait. Alors après, il y a toujours le truc des flashbacks. Il y a plein de flashbacks. Mais ça saute un peu ce côté que moi j'adore dans Interstellar, qui est que, ok, c'est un film qui se passe dans l'espace, mais attendez, pendant 1 heure, on va vous parler de comment on va y aller, pourquoi on y va, etc. Et dans la vôtre, moi, j'ai tout de suite cru comprendre que c'était aussi... 100 millions de dollars. Voilà. Non, mais en plus, voilà, c'est expliqué un peu avec ce personnage de... Et il y a aussi un des personnages qui est sur Terre aussi. Donc, oui, bien sûr. C'est pour ça que ça s'explique. Mais dans celle-là de Netflix,
c'est énervant, on est directement... On est dans le futur aussi. Oui, mais alors, enfin, c'est pas un futur très lointain, ça se passe en 2046, donc c'est pas si loin. Pour Perdu dans l'espace. Mais d'ailleurs, dans Mission, on connaît pas l'année. On sait pas trop. On sait pas. On va dire, c'est dans un avenir très proche, quoi. Oui, voilà. C'est l'année prochaine. Ce sera toujours l'année prochaine. Parce que j'ai remarqué que on sent que c'est dans le futur, mais on sait pas, enfin dans un futur relativement proche, mais c'était pas précisé. Je me demandais s'il y avait. On n'a jamais voulu préciser. Voilà, est-ce qu'il y a une volonté derrière. Mais en même temps, c'est un peu précisé. Quand même. Parce qu'à un moment, donc, il y a un vrai personnage, le personnage de Vladimir Komarov, donc on a vu dans ce petit extrait, et à un moment on dit il est mort depuis tant d'années, il aurait été là. C'est vrai. Oh là là. J'ai pas pensé. Mais voilà. J'étais nul en maths. Zappons la bande-annonce de Perdu dans l'espace. Non, on va pas la regarder. On a beaucoup de choses à dire, Julia. Non, Julia, on a beaucoup de choses à dire. Donc, pour une fois, on va prendre le temps de dire ce qu'on veut dire. Voilà. Après, parce qu'il y a peut-être des gamins à qui ça va plaire, mais en tout cas, c'est tellement moyen que... Les gamins, on peut... On a passé des images pendant que tu parlais. En revanche, on va parler de The Expanse. Voilà, une bonne série. Ah, voilà une bonne série, mais beaucoup plus compliquée, et pas pour les enfants, et pas pour les enfants du tout. Vincent, The Expanse, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est honnêtement. Qu'est-ce que c'est ? Vraiment, je t'en prie. Pour moi, c'est la meilleure série de science-fiction disponible aujourd'hui. Cette série, elle existe aussi parce que il y a eu, à cause de Game of Thrones, une nouvelle manière que les chaînes de télé ont travaillé avec les auteurs. Là, en l'occurrence, c'est 2 très bons auteurs qui ont travaillé avec 2 très bons scénaristes qui ont fait les Fils de l'Homme. The Expanse, ça se passe 200 ans après nous. On est dans un espace qui est ce que j'appelle déjà installé. Mars a été colonisé, a fait sécession avec la Terre. C'est devenu une colonie guerrière. Il y a eu une autre colonie qui s'est faite sur une ceinture d'astéroïdes. C'est en gros les pauvres. L'intrigue, elle est très complète et c'est un vrai polar. Et ce que j'aime beaucoup dans The Expanse, c'est la manière. Ils ont travaillé avec un scientifique qui s'appelle, j'ai mes notes parce que j'oublie son nom à chaque fois, Naren Shankar, qui est un type qui bosse beaucoup avec les mecs qui font Star Trek, etc. Et en fait, eux, ils essayent, alors évidemment c'est de la science-fiction, mais ils essayent toujours de réfléchir à une science-fiction qui a fait du sens. Et donc, ils ont tourné certaines scènes de bataille dans l'espace qui brisent un peu les codes. Vincent, on va regarder la bande-annonce. Oui, complètement. Comme ça, on va regarder des images. C'est moi qui parle. C'est pas vrai. T'es sûr qu'on veut Si, on l'a. May I ask you something? Do you miss Earth? Endless blue skies. And open water all the way to the horizon. The hell is she doing way out here? I have something for you. Little lost daughter case. I need someone discreet. Say no more. Julie Mao discovered something that would tip the balance of power. Someone will do anything to keep it quiet. Some kind of game being played here. If you really do want to stop it, then let's go. You want to be careful how far you take this. Earth is over. This is something new. The Expanse, la 3e saison sort là, elle est en train de diffuser sur Sci-Fi. Tristan, toi, tu connais aussi The Expanse ? Ouais, je partage pas l'avis de Vincent, c'est la meilleure qui existe aujourd'hui. Je trouve ça pas forcément génial non plus de bout en bout, mais scientifiquement, en tout cas, c'est vrai que ça tient vachement la route, notamment sur le fait que la problématique des ressources, ce sera l'eau et le transport de l'eau. On retrouve ce qu'on a pu avoir dans 2001 sur le silence de l'espace, qui est quand même hyper important, et un truc qui a été un peu massacré, notamment par Star Wars, qui a un peu rendu l'espace un peu moins vierge qu'il ne l'est. Après, il y a toujours au niveau du silence, parce que dans Star c'est Wars, hyper important. C'est hyper important le silence d'espace. Les mecs qui le diront, et je pense que c'est bien que les gens aient cette conscience-là. Ça rappelle aussi le côté virginal. Même sur Mars, le son sera pas le même parce que l'atmosphère est pas la même, et ça c'est pas mal tenu. Alors bon, sur Mars ça l'est un peu moins, mais sur la gestion de la pesanteur, c'est dingue. Enfin, la première scène avec les cheveux qui flottent et tout, c'est complètement scotchant.
Et non, vraiment une très bonne série à ce niveau-là, sur les problématiques géopolitiques, aussi hyper réalistes. En fait, si on s'imagine... La diplomatie est très importante. Ouais, si on s'imagine qu'on colonise le système solaire, ce serait, je pense, c'est assez réaliste, les enjeux, et non, vraiment une très bonne série. C'est la première série, c'est le fun fact de l'émission, c'est la première série à avoir fait la une d'un magazine scientifique américain qui est assez réputé, qui s'appelle Physics Today. Et ils n'avaient pas fait une avec une fiction depuis 1974. Et en 2016, ils ont fait la une avec un visuel du film, ce qui a été un peu la consécration au niveau pour les réas, quoi, qui étaient super contents. Mais après, donc, il y a effectivement toute cette gestion scientifique qui est assez, moi je trouve, géniale à regarder, parce qu'au moins ça change. Et c'est aussi dans la manière dont ils ont pensé la science-fiction, à savoir les interfaces informatiques, la manière dont les gens vont communiquer, la manière dont... Je suis pas super fan de leur petite plaquette transparente. Ah là. si, moi je la trouve géniale. Ah, toi tu la trouves géniale. Parce que je pense que ce sera réellement... Il y a un petit côté Black Mirror un petit peu. dans la gestion de la vision de la technologie du futur, quoi. Il pousse vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui dans ses retranchements. Ça, c'est quand même, il part de ce qui existe déjà en germe aujourd'hui. Ouais, c'est hyper habile, et des petites idées, quoi. Voilà, comment imaginer justement dans un vaisseau sans gravité, comment est-ce qu'on pourrait faire, et voilà, les champs magnétiques. Là, c'est une pure idée. C'est vraiment hyper bien pensé. Et ça, et le détail, moi, qui m'a fait vraiment adorer la série, et ça, je sais pas du tout si c'est scientifique, c'est en fait ceux qui ne vivent pas sur Terre, qui vivent dans la colonie d'astéroïdes avec une gravité artificielle, sont en fait plus faibles physiquement et ont des problèmes d'articulation, de santé, etc. Et quand ils arrivent sur Terre pour faire des révolutions, pour les torturer, les attachent à un mur et en fait laissent la gravité leur bousiller le corps, parce qu'ils sont pas habitués. Et c'est ce genre de détail qui, pour moi, fait la texture d'un univers dans lequel on a envie de rentrer. Et alors après aussi... C'est complet, quoi. On est dans un... Puis les acteurs sont dingues aussi. Parce qu'à un moment, c'est Thomas Shane qui est le détective qu'on voit dans la... Enfin, on le voit à l'écran, on a envie de le suivre et on a envie de... Est-ce que c'est très important dans une série de science-fiction, je m'adresse à vous deux, que d'être... on parlait de la pesanteur tout à l'heure et de la gravitation des vaisseaux. Est-ce que c'est important d'essayer d'être au plus près de la réalité ou d'une réalité qu'on est en train de... C'est l'histoire qui le dit. Que les sciences sont en train de construire. J'ai l'impression. Ouais, ça se discute, ça dépend des... C'est la grande force d'Interstellar, par exemple. C'est d'avoir travaillé... très très fortement sur le côté réel. C'est un astrophysicien qui avait écrit le premier draft. C'était moi, je suis plutôt partisan de ça, en fait. Et, du réalisme et d'être proche de la réalité. Même si ma série n'est pas forcément super réaliste, mais j'aurais envie de tendre vers ça. Après, parfois, on est obligé de faire appel à des conventions parce qu'on ne peut pas représenter certaines choses. Mais je trouve que c'est tout de suite plus passionnant et on se projette beaucoup plus. C'est vrai que Star Wars, on sait qu'on est dans un univers de fantasy. Il suffit de voir le dernier de Rian Johnson. Là, je veux dire, toutes les barrières sont brisées, quoi. On est vraiment dans de grand n'importe quoi. On est vraiment obligé de parler de ça. Moi, je veux bien en parler tout le temps. En plus, ce qui est Star Wars, faut pas oublier, c'est pas dans le futur, c'est dans le passé. Oui, tout à fait. Mais dans le passé, les lois de la physique ont complètement changé, en fait. Bah, peut-être, voilà. Mais c'est toujours l'argument où Star Wars gagne tout, c'est de dire de toute façon ça se passe dans le passé. Ah oui, mais bon, qu'est-ce que vous dire non, mais je sais. Non, mais je taquine. Ouais. C'est que les gens respirent dans l'espace. Ils restent toutes ces choses qui sont beaucoup plus volent apparemment aussi. Ils volent, effectivement. Puis quand on tire dans l'espace, à cette époque, donc, il y a une trajectoire balistique. Voilà. On va pas tout droit. On n'a pas besoin. Il y a une trajectoire balistique un peu comme sur Terre. Oui, mais Battlestar Galactica, c'est pareil. C'est des batailles qui échappent complètement à toutes les règles qu'on connaît. C'est des batailles de navires, en fait. C'est juste des batailles de pirates qui sont transposées dans l'espace. Oui, en gros, c'est complètement référencé. Alors, on peut en discuter justement sur le dernier Star Wars. Ah non, mais on en discutera. Vous en discuterez. Star Wars, il pue la merde, faut le dire. Voilà, non, mais ça, Vincent. Je ne pas exprimé comme ça, mais. Moi, je l'exprime comme ça. Enfin, pas Vincent, ici. on sait que tu n'aimes pas beaucoup de choses. The Expanse. À part The Expanse. Voilà. Julien, moi, The Expanse, je suis embêté parce que je n'ai jamais regardé. J'ai une espèce j'aborde le côté, l'esthétique sci-fi, en fait. En gros, toutes les séries de science-fiction sci-fi, à chaque fois, je suis ça me. Ouais. Mais alors, du coup, à vous entendre, je me dis, j'ai raté. Faut essayer. C'est sur Netflix. Je veux dire, moi, devant les bandes annonces, je suis.
ça me remue, quoi. Je trouve ça horrible. Vraiment, je trouve ça... Infinity, oui, c'est sûr. Mais vous pourrez regarder ça sur Netflix. The Expanse est Je le disponible sur Netflix. Est-ce que vous regardiez, petit, des animés japonais pour... Non, juste des films des années 30. Non, mais parce qu'en préparant l'émission, on pensait à tous ces dessins animés qui ont bercé des générations. Au-delà de la nostalgie, ils sont bons ces dessins animés. Type Ulysse 31, Albator, Capitaine Flamme. Écoute, ça nourrit notre imaginaire. C'est génial. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que moi, ma génération, car je suis plus jeune que tous ici, ou non, pas Vincent, je suis pas plus jeune que Vincent, mais ce qui m'a frappé, c'est que c'est des séries qui n'ont pas duré très longtemps en épisode ou un an en fait pour la plupart. Ouais, écoute, Ulysse 31, je crois qu'il y a une pelletée d'épisodes quand même. Je crois pas, j'ai vérifié vraiment. On est quand même dans la dizaine. Et ce qui me frappe, c'est à quel point même moi j'en ai entendu parler jusqu'à maintenant. Pourquoi parce que c'était ça construit l'imaginaire. Parce que le vaisseau, là encore, il était formidable. Que là aussi, il y avait cette espèce de grande arche qui tournait autour du vaisseau pour apporter de la pesanteur, parce que les personnages étaient bien, et puis parce que c'est un récit épique extraordinaire quand même, l'Odyssée d'Ulysse, on a tous... voilà, et transposé dans le futur... c'était formidable. Pour moi, le Ulysse 31, et puis peut-être un peu Albator, mais Albator, je trouvais ça anxiogène, ça me faisait flipper. C'était plus un truc de bonhomme, ça. Peut-être, ouais, je sais pas. Avec les histoires des sylphides, là, c'était horrible. Non, mais le truc, c'est qu'il n'y avait que 3 chaînes. Donc à un moment, tu tombes là-dessus, ça te marque, même s'il y a 12 épisodes, mon Dieu, et puis c'était rediffusé sans cesse. Je veux dire, c'est ça, c'est des rediffusions aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour trouver donc c'est pour ça, c'est un truc générationnel. Je sais pas en quelle mesure c'est culte pour nous en Europe et aux États-Unis et moins au Japon, c'est des mangas qui... Elles sont pas adaptées de mangas. C'est pas japonais, Ulysse 31, c'est français. Ulysse 31, c'est français. C'est fait par des japonais pour la France. Capitaine Flamme, c'est japonais, Galaxy... Oui, c'est... Galaxy 888. D'ailleurs, Capitaine Flamme, c'était massacré en français. Cobra, c'est japonais aussi. J'ai connu celui qui avait écrit le générique de Captain Flamme. Mais donc, des dessins animés qui ont nourri des générations. On n'a pas trop le temps de parler des vaisseaux spatiaux, Julia. Non, mais on en a parlé un peu déjà. On en a quand même parlé. Non, mais on va continuer. On va conclure un peu ce débat. On a dit beaucoup de choses, cette discussion. On a dit beaucoup de choses. On est souvent frustrés à la fin de ce genre de discussion dans cette émission parce qu'on ne peut pas tout dire. On rappelle néanmoins. Alors, la première saison de Mission, où est-ce qu'on peut la voir ? Elle est toujours disponible en VOD. OCS Go, là, ouais. Sur OCS en VOD, donc n'hésitez pas. La seconde saison. La deuxième saison arrive prochainement, on n'a pas encore de date. Comme on l'a pas tourné, il y a un mais petit comme, voilà, on l'attend en tout cas. Tournage en septembre. On l'attend. Voilà. On va libérer Tristan. S'il vous plaît. Merci à toi d'avoir participé. C'est Céline Fontana de TV Magazine. Tiens, tu peux y aller, Tristan. On n'a pas parlé d'Alter Carbone non plus. Hein. Ouais, tant pis. C'est pas très grave. Là, pour le coup, c'est Céline Fontana qui va nous rejoindre parce que là, on va parler d'actu, des séries. On sort de l'espace, on revient sur Terre, on atterrit. C'est pour parler de quoi ? On va commencer. J'ai envie de commencer par Berlin Station en attendant que Céline arrive. Berlin Station, c'est... Attends, on va passer la bande-annonce. Passons... C'est chaud, ok, pas tout de suite. On va quand même pas commencer à parler de Berlin Station. C'est quoi Berlin Station, Julia ? Berlin Station, série d'espionnage. C'est quand ? C'est sur le 15 avril sur 13e rue. Le 15 avril sur 13e rue. Une série portée par un excellent acteur qui s'appelle Richard Armitage et qu'on a tous vu dans la saga du Hobbit et qu'on verra bientôt dans Ocean's 8. Et qu'on va voir dans la bande-annonce tout de suite qu'on va passer. On parle de Ocean's 8 aussi. On est obligé. Le lanceur d'alerte Thomas Shaw vient de frapper encore une fois. Nos agents se font démasquer, des années de travail de renseignement passent à la trappe. Vous savez pas dans quoi vous vous êtes fourré. Alors éclairez-moi. Pourquoi vous me suiviez ? J'aime savoir à qui je dois me mesurer. Fais bien attention, Daniel. Attention à quoi ? À Berlin. Berlin Station, votre nouvelle série thriller, à partir du dimanche 15 avril à 20h55, en exclusivité sur 13e rue.
Donc Julia, attends, Julia, en 2 mots, Bernie Sessions. Daniel Miller, agent de la CIA et analyste, est envoyé des États-Unis à Berlin pour essayer de découvrir la véritable identité d'un lanceur d'alerte dont le pseudonyme est Thomas Shaw. Voilà. Ce Daniel Miller, c'est Richard Armitage, excellent acteur, très séduisant. Il y a un super casting. C'est bien filmé, c'est bien fait, c'est bien rythmé. Et ça aborde des problématiques comme toujours dans les séries d'espionnage, le terrorisme évidemment, mais aussi ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette série-là, enfin pour ce que j'en ai vu, à savoir les 3 premiers épisodes, ça soulève la question quand même assez intéressante de est-ce que la CIA a encore une raison d'être aujourd'hui? Est-ce que les méthodes de la CIA ne sont pas totalement démodées? Est-ce qu'elles ne sont pas totalement dépassées? Est-ce qu'elles ne sont pas totalement archaïques? Alors, non. Et c'est la série qui répond, pas toi. C'est la série qui répond, c'est pas toi, mais tu peux répondre aussi. Enfin voilà, c'est très bien fait. Et puis c'est une coprode européenne. Et donc ils ont pris des libertés avec le système américain qu'une série comme Homeland a peut-être pas pu prendre avant elle. Moi j'ai trouvé ça très très bien. Alors, ça y est, j'ai terminé. Julie, La Casa des Papel, on va en parler dans 2 secondes. Mais oui, Adrien nous dit quelle est la série française à ne pas manquer en ce moment. Speakerine, je suis obligé de le dire. Mission, bien sûr. Gêné, on comprend bien sûr. Adrien qui demande ça. Et Speakerine peut-être aussi, Céline. Voilà, Speakerine. Sur France 2. Sur France 2. C'est quand? C'est le 16, donc c'est la semaine prochaine. On avait un petit teaser avec Marie Gillin, mais je pense qu'on va pas le passer. Ah si, on passe le teaser. On est en retard, Céline. Parce qu'elle fait le pitch en même temps, c'est parfait. Vite fait. La série Speakerine, c'est vraiment un plongeon dans les années 60 par le biais d'un personnage que j'incarne qui s'appelle Christine Beauval, qui est la speakerine vedette de la RTF. Et c'est vraiment, entre autres, le parcours, l'émancipation de cette femme. Alors moi, je suis une inconditionnelle de Mad Men. Donc, moi, j'aime bien celle-là, mais sinon, il y a... Dans les rapports hommes-femmes, il y a des choses qui moi, m'inspirent. Les femmes au foyer qui sont vraiment aux petits soins, vraiment, c'est l'image parfaite. Et cette image parfaite qui s'effrite petit à petit. C'est Mad Men. Voilà, donc Mad Men, justement. Il y a un côté Mad Men, en fait, par l'élégance jusqu'au bout des ongles, comme ça, de la reconstitution, qui est très léchée, mais pas vintage, ça ne le fait pas artificielle. Et par aussi l'histoire de l'émancipation de ces femmes. On pense d'abord plutôt à Peggy, l'assistante de Don Draper. Et finalement, Marie Gillin, elle s'est plutôt référée à Betty Draper, la femme, pour son côté un petit peu princesse qui découvre la vraie vie. On peut aussi se référer quand même à Hitchcock, ne serait-ce que pour le sublime générique façon Saul Bass, animé. C'est à lui qu'on devait les génériques de Psychose, de Sueur froide. Pour le côté thriller de la chose, avec un meurtre au début, un suspense très bien tenu. Et au-delà de tout ça, il y a 1962, qui était une année assez riche politiquement et socialement et sociétalement en France. Il y a la guerre d'Algérie en toile de fond. Exactement. Bravo. 1 point. Les accords d'Évian, la guerre d'Algérie, les attentats de l'OAS. En parallèle, il y a tout ce qui la mainmise du pouvoir en fait gaulien sur l'information. Il est question d'IVG, on voit un petit peu tous ces jeunes aussi qui essayent de se rebeller contre le conservatisme ambiant de l'époque, et donc on sent les prémices de mai 68. Donc les scénaristes ont vraiment bien fait leur travail avec tout ça, ils ont réussi à garder l'essentiel. C'est pas une reconstitution de l'époque qui est trop idyllique en fait, ou trop futile, c'est sombre, ça résonne beaucoup avec l'actualité d'aujourd'hui. Et donc un très beau portrait de femme avec Marie Gillin qui se bat avec une belle sincérité pour être reconnue, pour être une vraie journaliste, et qui est confrontée à tous les hommes de son entourage, en fait, que ce soit Guillaume de Tonquédec qui joue son mari, qui est le patron de la chaîne, que ce soit Grégory Fitoussi qui est le ministre de l'Information, et qui ont des discours assez flippants sur le rôle de la femme en fait à l'époque. Et c'est pas si vieux. Pour son mari aussi. Speakerine, c'est quand donc c'est le 16 à 20h50, 55 sur 16 France 2. avril sur France 2. Ça tient ses promesses, c'est remarquable. Validé par Céline Fontana. Casa des Papel, partie 2. On va regarder quelques images parce que quand même, on va se faire plaisir. Moi, j'avais bien aimé la première partie. Et après, tu nous en parles, Vincent. El profesor está detenido. Estamos en una situación crítica. Antes o después, todo esto acabará.
así fue como empezó todo. Todo lo que sería el final del atraco. Casa de Papel, partie 2. Alors, je dis bien partie, pas saison, parce que c'est une saison découpée Netflix avait en changé 2. le découpage Netflix de la a par série ailleurs originale. redécoupé les épisodes. Vincent, Vincent, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai regardé la première partie en 2 jours. J'ai arrêté la seconde partie au bout de 3 épisodes. Pourquoi Alors, tout bêtement, parce que je pense qu'en fait, le fait d'avoir eu cette pause, c'est un peu un trou qui n'est pas très heureux, parce qu'il n'est pas prévu dans le montage original de la série. Et après, deuxième chose, je trouve que, et les gens le verront, la psychologie des personnages, mais alors, qui part en sucette, mais vraiment, mais très rapidement, sans aucune raison. Et on se dit que c'est quand même des gens qui ont révisé un braquage pendant 4 mois, qui ont été conditionnés pendant 4 mois. Et là, c'est assez bien expliqué et mis en avant dans la première partie. Et là, deuxième partie, on se dit, mais c'est quoi en fait? C'est des gamins dans un bac à sable. C'est un peu absurde. Voilà. Dommage. C'est un dommage. Très dommage, mais après, je sais pas pourquoi Netflix a voulu faire cette pause. Comme ça. Mais je crois que c'est pareil à la télé espagnole. Non, vu que le découpage des épisodes n'était pas le même à la télé espagnole. Ah ben j'en suis sûr et certain. Le découpage des épisodes n'est pas le même. Je crois que C'est-à-dire, ils ont refait le montage. Voilà. Ouais, en fait, je crois que les épisodes duraient 70 minutes sur Netflix. et ils en ont fait des épisodes de 45. Exactement. Et après, en fait, j'en arrive à une conclusion et je commence à m'en rendre compte, c'est que je pense que en fait, le mode de visionnage de Netflix, d'avoir tous les épisodes d'un coup et de ne pas avoir à attendre, je pense que ça nous fait pardonner plein de défauts aux séries. Je pense que quand il y a une série qui, comme Game of Thrones, comme Walking Dead, comme Mission apparemment, etc., laisse une pause de 1 semaine, eh ben, ça oblige les showrunners à avoir vraiment une très très bonne qualité, pour ne pas dire une putain de qualité, parce que sinon le spectateur il lâche. Et là, Casa de Papel, en fait, je me rends compte que eh ben, s'il y avait eu 1 ou 2 épisodes toutes les semaines, je pense que j'aurais même pas terminé la première partie de la saison 1. Et là, évidemment, les gens applaudissent au génie, machin, etc. Il y a déjà la saison 2 de prévue. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, on va pas partir dans le débat sur le découpage, Julia. Pardon? Non, je te... Elle était en train de dire que j'avais raison. C'est Ah, une d'accord, oui. c'est une première dans l'histoire. Première fois qu'ils sont d'accord. émission. On va applaudir Julia et Vincent qui sont parvenus à se réconcilier. Non, ils sont jamais fâchés. Bon, c'est un autre débat pour le coup, le découpage et la manière dont on regarde les séries. Julien, Casa de Papel, vous aviez vu J'avais le premier épisode, Ouais. mais j'ai en fait, alors moi c'est très personnel, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui font des voix off, parce qu'il y avait une voix off féminine, mais vous savez, sans la mousse en fait du micro, et on a des gens qui font comme ça me m'a pété un câble. ASMR, j'arrête vous aimez immédiatement. pas, quoi. Ok, C'est ça vrai. m'a saoulé, tu dégages. C'est vrai. C'est insupportable. Mais ça me rend dingue. C'est-à-dire que même dans les pubs, vous savez, genre les pubs de parfum, genre oh my god. Vous savez, où ça popote dans tous les sens, on a envie de mettre des gifles, et moi ça me rend dingue. Et donc du coup j'ai arrêté le premier épisode, je dis c'est peut-être formidable, mais moi c'est là Et en je plus, peux elle pas. crachouille dans l'oreille pendant absolument. Donc tous vous les... C'est Julia, pas possible. les vidéos ASMR avec les petits bruits sur YouTube, Mais là, des vous, envies de c'est- meurtre, des envies de violence énormes. Vous êtes misophone. Mais tout à fait. Quelqu'un qui mange à côté de vous en faisant du bruit, ça vous énerve. Bah dans mon oreille, après je suis Ça- à moitié sourd. Donc tout va Là bien, aussi, mais, c'est un autre sujet. On va conclure cette émission. Merci beaucoup, Céline. Merci, Julia. Merci, Vincent. On remercie Tristan qui était là avec nous avant. Bien Merci, sûr. Julien Lacombe. Écoutez, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle donc Mission série OCS disponible en VOD sur OCS OCS Go. OCS Go, pardon. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et à voir. Et bon, bah, prochainement, on espère le plus vite possible, la saison 2 qui devrait être tournée bientôt. Elle le sera. Et félicitations à l'actrice principale pour son Oui, bébé. oui, tout à fait. Et félicitations à elle, exactement. Et bon anniversaire Maxime. Et bon anniversaire à moi, exactement. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt sur Le Figaro.